Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ces nouveaux formats type masterclass. On a pas mal de clients qui nous ont dit, voilà, on a finalement des RH généralistes ou des hiring managers qui savent pas trop sur la partie recrutement comment s'y prendre, donc qui aimeraient bien des conseils. On s'est dit que t'avais 2-3 opinions sur le sujet. Je pense, enfin j'espère en tout cas. Ce qui est assez fréquent, il y a des périodes, on va dire, plus ou moins porteuses en termes de business, et des périodes finalement de crise. Souvent, les RH sont challengés sur leur utilité, les RH internes sont challengés par leur management sur l'utilisation dans une agence de recrutement, dans un cabinet de recrutement. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on voit un petit peu quel est ton point de vue là-dessus. C'est l'intérêt de passer par un prestataire externe. Oui, bien sûr, Au niveau de ces contrats d'outsourcing, ce que moi je note, c'est qu'il y a vraiment des relations un peu différentes entre des relations de prestataires et des relations de partenaires. Comment toi tu t'évalues les deux ou tu te positionnes ? Après, en fait, ça dépend. Alors, ça peut dépendre de l'agence et de la façon dont elle travaille. Ça dépend aussi de dans quelles conditions te met le client. Ouais. Tu vois, un client qui va te mettre en concurrence avec 2-3 autres partenaires et qui va te dire je veux des CV. Typiquement, lui, tu sais qu'il a besoin d'un prestataire. Quelqu'un qui va prendre du temps de t'expliquer le brief et pour lequel tu sais qu'en fait tu vas te laisser le temps de chercher, de prendre les bons candidats. Tout de suite, tu es dans les conditions de nouer un vrai partenariat. Pour moi, c'est quand même la première étape où je fais la différence et nous, on va l'accompagner différemment. Sachant que nous, évidemment, on aime moins le premier, si tu veux, quelqu'un qui t'approche et te dit vas-y, envoie-moi des CV, genre il n'y a même pas de contrat, on ne sait même pas parler, et il y a 3 autres agences, je n'ai pas forcément envie de travailler avec lui, et d'ailleurs on le fait assez rarement. Ok. On va dire jamais. Très clair. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de lister un peu les raisons de travailler avec un cabinet. Une qui me vient comme ça spontanément, c'est finalement l'expertise terrain, l'expertise là-dessus. Qu'est-ce que tu perçois de... Ouais, clairement, oui, heureusement d'ailleurs, mais un cabinet, tu vois, un consultant, en général, ils vont entre 10 et 15 candidats par semaine. Donc tu multiplies par le nombre de semaines par an, donc ils voient entre 500 et 750 candidats. Quel que soit ton niveau d'expérience, si tu veux qu'il soit junior, senior ou manager. Ouais. Donc forcément, tu captes quand même un niveau d'info énorme sur les salaires, l'état du marché, est-ce qu'on est en croissance, décroissance, la concurrence. Tu vois, il a quand même accès à une base de données hyper importante. Ouais. Ok. Donc oui, l'expertise métier d'un cabinet, c'est très utile. Donc si toi, typiquement, tu connais pas très bien ton marché ou pour X ou Y raison, soit tu n'as pas le temps, soit tu ne recrutes pas souvent, il peut se passer plein de raisons. Ouais, là, faire appel à une agence, tout de suite, tu vas te cadrer sur le marché actuellement, voici l'état du marché. Il y a un argument qui vient souvent aussi, c'est finalement le cabinet de recrutement, il va mettre des annonces en fait, et donc quelque part, il va faire comme moi en interne. C'est quoi la valeur ajoutée du cabinet de recrutement ? Tu parlais tout à l'heure dans une vidéo précédente de chasse et pêche, etc. Finalement, c'est quoi cette valeur ajoutée ? En fait, la question elle pourrait être très longue. Mais est-ce que tu as un problème de process ou pas ? Typiquement, si tu me dis que tu as juste un problème de process, c'est-à-dire, je sais pas moi, t'es Goldman Sachs, tu cherches un junior. Et j'imagine que si tu mets une annonce, tu vas avoir 1000 candidats. Donc là, tu as un problème de process, c'est-à-dire qu'en fait, tu as les candidatures, il suffit juste de les traiter. Là, potentiellement, c'est pas là où nous, on est les meilleurs. Nous, on est les meilleurs si t'es pas Goldman Sachs, imaginons que t'es un fonds de private equity que personne ne connaît. Tu cherches un compliance officer qui a 8 ans d'expérience. Et là, nous, on va pouvoir aller faire vraiment quelque chose de très ciblé auprès de notre réseau et approcher les bonnes personnes. En fait, ce que tu dis, c'est quoi ? Tu vas avoir accès à un panel de candidats plus large que celui auquel potentiellement un RH qui ne serait pas avec une marque employeur top of mind. Nous, il y a un investissement qu'on embarque chez Club Trust et comme beaucoup, d'autres cabinets font. En fait, je passe quand même beaucoup de mon temps à créer une communauté. Donc c'est un investissement. Là où un RH, si tu veux, il ne crée pas de communauté. Alors, maintenant, on parle beaucoup de marque employeur,
crée des communautés quand même digitales, mais il passe pas son temps à aller parler à des gens sur le marché. Donc il n'a pas accès à des talents qui sont hors marché ou passifs en fait. C'est ça que tu dis. Il a accès parce qu'il a quand même un réseau, mais moins. C'est-à-dire, il passe pas, alors ça dépend des périodes, mais je peux y passer entre 20 et 40% de mon temps à faire évoluer, créer, développer un réseau. Okay. Un RH, son métier, il y a d'autres choses quand même. En termes de qualité des candidats qui vont rentrer dans le processus, c'est quoi l'avantage de passer par un cabinet, une agence de recrutement ? Ouais, alors nous, comme on va avoir ce rôle d'intermédiaire, en fait, on va mieux engager les candidats. En fait, bon, déjà, forcément, on a un intérêt à le faire. Mais si tu veux, on est un peu leur agent. En tout cas, ils vont nous voir tel quel. Et honnêtement, nous, on aime bien se positionner dans ce rôle-là. Comme un agent d'un acteur ou d'un joueur ? Ouais, alors on peut le dire comme ça. Oui, et franchement, c'est une bonne façon de faire. Et donc forcément, ce rôle-là va nous permettre d'accompagner et en fait de surtout saisir les signaux faibles. Donc en fait, nous, les candidats qu'on va accompagner, qu'on va présenter, logiquement, tu vas avoir moins de problèmes avec eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont nous donner l'info en temps réel. Nous, on va s'assurer de leur motivation à chaque étape. On va vérifier le salaire à chaque étape. Là où si toi, t'es RH, t'as 10 candidats en process, sauf si t'es le meilleur RH du monde et que t'as beaucoup de temps ou je sais pas, tu dors pas la nuit, mais ça va être difficile pour toi d'alimenter la relation avec ces 10 personnes. Là où nous, évidemment, on va le faire. C'est notre métier, en fait. Je vois, donc il y a finalement, ce que je dis, c'est que dans un processus, tu vas avoir moins de déchets au sens générique du terme. On va capter des signaux, comme on a dit, les RH ne captent pas, parce que souvent aussi, ils ont une posture RH. Donc, typiquement, toi, Romain, tu postules, tu es avec le RH, tu vas peut-être pas lui dire les mêmes choses que tu vas dire à moi. Ouais, c'est intéressant. Il y a une relation de confiance un peu différente et je t'identifie en tant que cabinet plutôt comme effectivement de mon côté que du côté adverse. Ça dépend comment j'ai joué avec toi, mais si j'ai été transparent, et je le suis, tu vas m'identifier comme quelqu'un qui va pouvoir t'aider et qui est vraiment de ton côté. C'est tout, en fait, la logique de notre métier, la difficulté aussi, c'est vraiment de sentir ça. Et tu dois te sentir en confiance avec moi. Là aussi, je te mets en direct avec la DRH de ton futur employeur. Oui, il y a une forme de retenue. Si je te dis, Romain, t'as d'autres process, tu vas dire, en fait... Peut-être pas. Alors que si t'es avec moi, je veux dire, encore une fois, si j'ai bien amené les sujets, tu comprends que je ne demande pas pour le dire, mais que ça va me permettre en fait, d'utiliser cette info-là pour t'aider dans le process, tu vas me le dire en fait. Ok, très clair. Il y a une question hyper intéressante qui est arrivée sur la responsabilité finalement d'un bon recrutement entre le cabinet et le client. Ça c'est un peu malheureusement le problème d'un intermédiaire, c'est que quand ça se passe bien, le manager va avoir tendance à dire c'est moi qui l'ai recruté, et quand ça se passe mal, on va avoir tendance à dire c'est la faute de l'agence. Dans la vraie vie, je pense que dans tous les cas, si c'est bien, donc il y a un partage de responsabilité. On gagne ensemble, on perd ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et quand même, c'est quand même toi qui appuie sur le bouton à la fin. Je veux dire, nous, on va t'aider, je peux te conseiller, je peux faire ce que je veux, mais c'est quand même, pas en tout cas un niveau de responsabilité assez fort. Et quand tu gagnes aussi, et évidemment quand tu perds, c'est facile de dire l'agence ne nous avait pas dit ça. Alors qu'en fait, c'est potentiellement toi qui as passé le plus de temps avec les candidats aussi. Donc pour moi, comme tu dis, on gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a un des cas de recours à des agences qui est pour des recherches confidentielles. Tout un tas de bonnes raisons là-dessus. Enfin, comment ça fonctionne ? C'est quoi les raisons principales ? Les raisons principales, je pense j'en vois deux. Soit tu remplaces quelqu'un en interne et il n'est pas au courant. Ça peut arriver. Tu es en procédure de licenciement. Tu n'as pas de position pour la personne en interne. Tu es en train de le remplacer, tu ne veux pas que ça se sache. Deux, tu es sur un poste stratégique et tu ne veux pas que tes concurrents sachent que tu es en recherche. Imaginons que tu ouvres un nouveau marché en France. Si tout le marché sait que tu cherches un Sales France, tes concurrents... et tes clients. Voilà. Donc, tu peux avoir envie de recruter de façon confidentielle. Et là, comment ça marche, du coup, c'est quoi l'impact de votre côté ? Franchement, pour nous, il n'y a pas un impact. Alors,
ça a un impact dans la relation qu'on va pouvoir créer avec les candidats. Ouais. Tu vois, typiquement, on aime bien créer de la confiance dès le départ en leur donnant plus d'infos. Typiquement, le nom d'entreprise, c'est quand même une info importante. Ouais. Donc là, si tu veux, en fait, nous, on va avancer de façon confidentielle, on va expliquer pourquoi. Ok. Tu vois, typiquement, si toi, tu es en process avec nous, je vais tout de suite te dire, écoute, Romain, je ne peux pas te dire le nom de l'entreprise, voilà pourquoi. Ok. Toi, de suite, tu vas comprendre, ok, en fait, c'est de la transparence, en fait. Le fait de dire pourquoi je peux pas te dire, c'est une forme de transparence. Et ensuite, nous, on va te faire avancer jusqu'au premier entretien sans te dire le nom de l'entreprise. Ok. C'est assez classique, hein, je veux dire, on le fait, je pense, une fois sur 5. Ok. Très clair. Et donc, du coup, ce qui est important, effectivement, c'est plutôt la transparence sur le pourquoi. Ouais, en fait, parce que c'est ça qui crée le lien de confiance avec le candidat, alors même que tu peux pas lui donner le nom. c'est ça, en fait, si je suis un recruteur classique, et tout, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas, les mauvaises pratiques, c'est de te dire « Bonjour Romain, j'ai un client sensationnel, est-ce que vous êtes disponible ?» Et il n'y a pas de confidentialité. Tu vois, là, j'ai créé aucune relation de confiance avec toi. Si je te dis, écoute Romain, j'ai un client qui travaille dans telle industrie, pour tel poste, par contre, je ne peux pas te dire pourquoi il recrute, parce qu'ils sont en train de faire un remplacement interne, donc je compte sur ta confidentialité, et moi-même, tout notre process sera anonyme. Est-ce que tu ne penses pas Là, c'est quand même différent sur les messages. Ok. Très clair. Sur la partie confidentialité, c'est intéressant. Sur l'intérêt d'avoir une agence, finalement, dans un processus, il peut y avoir pas mal de problèmes. Que ce soit des problèmes logistiques, des problèmes avec des paramètres qui changent en cours de mandat, des problèmes finalement juste de relation aussi avec le candidat ou en interne ou un manager qui change. Finalement, c'est quoi l'intérêt d'avoir un prestataire ou un partenaire au milieu dans ce genre de situation pour un RH ? L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un sparring partner, si tu veux, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avoir des discussions franches, honnêtes, décider ensemble. Nous aussi, ce qu'on aime bien donner, c'est des statistiques. Donc en fait, à toutes les entreprises, on est capable, sous 10 jours, de dire, voilà, j'ai approché tant de personnes, il y en a tant qui m'ont répondu, j'ai parlé avec tant de personnes et je t'en ai envoyé tant. Et ça, sur un process, ça a de la valeur. Typiquement, on a le cas récemment, tu vois, il y a un CEO qui est challengé par son board en disant, on a un peu déçu des candidats, où on aurait de ce recrutement. Et là, on a envoyé toutes les stats et ils ont dit, ok, en fait, on n'avait pas du tout idée que vous avez fait tout ce travail. Tu vois, je lui ai dit, par exemple, on a contacté les 150 personnes qui font ce métier-là à Luxembourg. Donc, en fait, ces stats-là vont t'aider à dire, ok, en fait, c'est le marché. Le problème, c'est pas l'agence. Le problème, c'est que c'est le marché, en fait. Donc, soit tu revois tes critères. Et donc, ça, c'est utile pour les entreprises d'avoir accès à ces stats-là parce que ça va les aider, en fait, à se positionner. En fait, ça va les aider à choisir. C'est un peu le triangle de l'agilité. C'est-à-dire, soit il faut qu'ils changent le contenu de ce qu'ils attendent, soit il faut qu'ils changent le budget de ce que ça va leur coûter, soit il faut qu'ils changent la timeline, c'est-à-dire qu'ils se donnent plus longtemps pour aller de l'avant. C'est très, très bien dit. Et... Sachant que si tu figes un critère, tu dois être flexible sur les deux. En fait, c'est exactement comme ça qu'on dit. Mais souvent, comme ils ne sont pas flexibles sur les deux premiers, en fait, je leur dis, ok, en fait, du coup, tu as une flexibilité sur un critère que tu ne dis pas, mais c'est le temps. Donc, en fait, potentiellement, tu vas recruter dans 6 mois, 12 mois, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Et là, quand il te regarde et qu'il dit, non, j'en ai besoin pour maintenant, ok, donc en fait... Qu'est-ce qu'on fait? T'es le curseur en rouge. T'es obligé de revenir sur les deux autres. En fait, finalement, c'est de l'agilité for recruiters, quoi. C'est des sprints, on fait des sprints d'une semaine ou 2 semaines, et on réassesse avec ces 3 paramètres. Je pense que nous, au bout de 10 jours, on est capable de savoir ce que va donner... en fait, 10 jours, j'exagère. 5 jours, on le sait déjà, quoi. Je sais exactement le vivier qu'on va pouvoir avoir et ce qui va se passer, quoi. Ensuite, exactement, tu as ces 3 critères-là, comme tu dis, et tu joues avec... alors, quand tu as des clients réceptifs, c'est super. Quand tu as des clients... tu vois, qui ne te demandent pas conseil, c'est plus difficile. Et ça revient un peu à ce que tu disais au début sur la notion de partenariat et de prestataire. Tu vois, si quelqu'un te prend comme un prestataire, en fait, il ne va même pas écouter. Et nous, on le voit, on envoie les stats. Parfois, donc avec certains clients, on a des discussions avec, en interne, et d'autres clients qui ne répondent même pas. Là, ok, pas de problème, juste, c'est ça qui se passe. Je vois bien
Je vois bien ces scénarios-là. Il y a pas mal de RH généralistes, même recruteurs en interne, qui sont convaincus de l'utilité d'une agence de recrutement, mais ils sont challengés sur les coûts. Ouais. Finalement, est-ce que tu peux nous donner un peu de visibilité sur finalement cette notion de coût, sur les conditions, et ce qui fait que c'est quand même avantageux de travailler avec une agence de recrutement dans des moments où on n'a pas le candidat qui arrive tout seul, quoi. Ouais, alors ça c'est le sujet évidemment facile à challenger, les coûts. Donc juste pour info, nous on est au succès, c'est-à-dire on gagne que quand il y a un candidat qui est recruté. On gagne ensemble. On gagne ensemble, et sachant qu'il y a beaucoup d'échecs, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a une garantie de remplacement. On ne négocie pas d'exclusivité. Parfois on nous la donne et on est super. Alors en vrai, c'est comme ça qu'on aime travailler, mais on va pas aller la négocier si tu veux, on va pas se bloquer. Si toi tu veux travailler avec quelqu'un d'autre, vas-y. Et on est à 20% de fees sur le salaire fixe annuel. Pour tout le monde. Tu vois, pareil, il y a très peu de cabinets qui sont transparents sur les fees. Il y en a un, ça va être 23, l'autre 18, puis l'autre, comme il le connaît, il a négocié 16. Un peu la black box, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que les fees sont aussi challengées, c'est qu'en fait, il y a une valeur perçue, souvent, qui n'est pas comprise, ou en tout cas mal comprise. Et donc, pour 20%, qu'est-ce que j'ai comme valeur en face? C'est-à-dire, en fait, si je voulais convaincre mon boss que c'est important de prendre une agence de recrutement sur un recrutement stratégique. Pour 20%, tu as l'accès à une expertise. Tu vois, les fameux 500 candidats que va avoir ton cabinet. Donc en fait, il va pouvoir te donner des données en live sur les salaires. Tu as accès à des candidats qualifiés, ciblés, que nous, on va engager et sur lesquels, comme on a créé une relation de confiance, tu auras moins de problèmes. Y compris en marché. Y compris en marché, bien sûr. Tu vas aussi donc, avoir les statistiques. Ouais. Tu vas avoir quelqu'un qui va être ton sparring partner, qui va pouvoir te conseiller. Tu as la garantie de remplacement. C'est-à-dire, tu vas pouvoir prendre un peu plus de risques en passant par une agence. C'est-à-dire, ok, sachant que j'ai cette garantie-là, si ça se passe mal, ils vont m'aider. Évidemment, tu ne dois pas l'utiliser à tort et à travers, cette garantie-là. Sinon, même nous, on va se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais que c'est là. Et en faisant ça, et c'est le point, je pense, le moins bien compris, en fait, tu externalises l'échec sur l'agence. C'est-à-dire que tout le temps que toi, tu aurais passé à recruter, à échouer, parce que tu vas échouer, peut-être pas sur un process, mais si tu en fais 10, tu vas avoir plein de candidats qui vont avoir des offres, qui vont sortir. En fait, tu es parti pour beaucoup de temps. Donc ce coût-là, en fait, c'est l'agence qui le supporte. Tu externalises le coût de l'échec sur l'agence, comme on est au succès. Ouais. Donc dans les 20%, tu as tout ça. Donc évidemment, et pourquoi la valeur perçue est souvent faible? Parce que tu vas faire appel une fois à une agence, 10 jours après, ils t'ont envoyé un candidat, toi tu as reçu un CV, donc tu n'as pas vu ce qui a été fait, et tu vas le payer 20% de 100 000, 20 000 euros. Là tu vas te dire, mais je veux faire ce métier-là. Sauf qu'en fait, pour un cas comme ça, t'en as 10 où ça a duré 6 mois, 12 mois, t'as échoué, t'as recommencé. En fait, toi, t'as externalisé ce coup-là, et donc nous, on l'a supporté avec la trésorerie. Il y a un autre avantage que tu ne cites pas et que moi je perçois quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que aussi ça permet au RH d'être au bon endroit de sa discussion interne avec les managers pour challenger. Et c'est peut-être plus facile quand tu as une agence de recrutement de se mettre en posture où je vais challenger le business plutôt que d'être la personne qui est identifiée comme celui qui organise les entretiens, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. L'agence, si t'as... En fait, oui, si en interne, t'es pas forcément aligné, ou en tout cas, t'as des sujets en interne où typiquement, oui, tu peux avoir des conflits, en tout cas des désalignements, là, l'agence va pouvoir t'aider. Toi, en tant que RH, parfois, on aide les hiring managers aussi. Hein. Ouais, bien sûr, ça. Enfin, en fait, on peut l'un comme l'autre. Attention, nous, on va aider la personne qu'on pense qui a raison. Hein. Je veux dire, je vais pas aider... la personne, je vais être objectif. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est ça. C'est que les RH ou le hiring manager, le fait d'avoir une agence au milieu permet de poser plus clairement... Tu as un avis externe, en fait. Si tu as le RH versus le hiring manager dit les RH vont pas assez vite, ils ont pas assez de profil. Et les RH disent si tu me demandes, c'est impossible. Personne ne se parle, ça dure 6 mois. Là, l'agence peut dire, en fait, attendez... oui, les RH peut-être vont passer vite sur les entretiens. Par contre, ce que tu demandes, effectivement, c'est délirant, quoi. Okay. On le dit pas comme ça. Mais... Ouais, je comprends.
Qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre deux cabinets, ou Club Trust et d'autres cabinets, mais peut-être plus généralement en fait, sur lesquels toi tu joues en termes de levier pour être finalement dans les top players du marché? Ouais, ça, tu vois, c'est une question sur laquelle on pose souvent la question, mais c'est quoi votre avantage compétitif et en fait, c'est comme si tu allais voir un restaurateur et tu dis pourquoi ton restaurant est mieux qu'un autre, tu vois. En soi, je peux te dire, bah oui, j'ai un restaurant, tu vas pouvoir manger. En fait, tu vois, t'as deux services essentiels. En revanche, tout ce qu'on va faire, nous, on va essayer à chaque process d'être parmi les meilleurs. Sourcing, on va essayer d'être au top. Screening, on va essayer d'être au top. Entretien, pareil. Closing, pareil. Onboarding, pareil. Et en fait, sur chacun de ces 5 critères, on va essayer peut-être d'être 5, 10, 15% mieux que les autres. Je dis pas qu'on y arrive à chaque fois, en tout cas, on fait tout pour. Et en fait, sur un service, il y a 5 étapes dans un recrutement, si je suis meilleur à chaque fois, de 10-15%, in fine, j'ai un service qui est 50% meilleur. Ce qui fait la différence entre des restaurants 3 étoiles et 2 étoiles. Ok. Donc, ce qui fait selon toi la différence, c'est la capacité d'un cabinet à playbookiser un peu et à améliorer son processus à différents endroits. Ouais, alors oui, et c'est où tu vas mettre le curseur. Ok. Typiquement, je peux faire un restaurant et me dire, attends, en fait, moi, mon modèle, c'est bistronomique, ok, et je m'arrête là. Ouais. Tu vois, je place le curseur là, et c'est ok pour moi. Ouais. Du coup, je vais pas améliorer les process. Et tu as le 3 étoiles qui va dire, non, attends, en fait, moi, tu comprends pas, je vais gérer toute la production. Sur chaque étape, on va y passer des heures. Et bah voilà, tu vas aller sur un niveau de perfectionnisme qui est au top. Ok. Donc, moi, je pense, je te dis pas qu'on veut faire, je sais pas, être le guide Michelin du recrutement, mais en tout cas, sur chaque étape, on va faire en sorte d'avoir le meilleur process, les meilleurs résultats, et on y passe un temps fou, quoi. À observer. Ouais. Tu vois, à regarder ce qui s'est passé. À mesurer. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On a des stats sur Face et tout. Ok. Là où je pourrais très bien dire, attends, en fait, j'envoie du saigné et puis on voit ce qui se passe. Et tu vois, c'est juste le curseur. Ouais. Je dis pas qu'il y a un cabinet qui est mieux que l'autre, c'est juste que tu es positionné différemment. Je comprends. Écoute, merci beaucoup. C'est assez éclairant justement pour une personne qui chercherait à convaincre de l'utilisation d'un cabinet, parce que c'est vrai que ça a un coût, etc. Et puis merci beaucoup pour cette petite masterclass. Merci à toi. sur le Merci sujet. à toi. Plaisir. À tout de suite.